Nous passons à la parenté du Soudan méroïtique et de l'Égypte, et plus précisément l'antériorité du Soudan méroïtique, l'avènement de la dynastie soudanaise méroïtique Pianki, Shabaka et Sabataka. L'Éthiopie actuelle n'est pas l'Éthiopie des anciens. Ce terme désignait les populations essentiellement noires, incluant la civilisation soudanaise de Sénaa. Les rois qui ont chassé les usurpateurs libyens du trône de l'Égypte sous la 25e dynastie aux environs de 750 étaient des rois soudanais. Sabaka, en 712, monte sur le trône d'Égypte en chassant l'usurpateur Bakouris. L'accueil enthousiaste que lui réserva le peuple égyptien, qui vit en lui le régénérateur de la tradition ancestrale, témoigne une fois de plus en faveur de cette parenté originale des Égyptiens et des Éthiopiens nègres. Ce passage de Chérubini exprime assez clairement ce fait. Nous citons ici Chérubini dans son ouvrage La Nubie, collection Univers, publié à Paris en 1847. Ce passage est tiré de la page 108. Nous le citons. Quoi qu'il en soit, il est remarquable que l'autorité du roi d'Éthiopie parut reconnue par l'Égypte, moins comme celle d'un ennemi qui impose sa loi par les armes qu'à titre de domination tutélaire, appelé par le vœu du pays depuis longtemps souffrant, livré à l'anarchie au-dedans, affaibli au dehors et qui trouvait dans ce monarque, représentant d'ailleurs de ses idées et de ses croyances, un régénérateur zélé de ses instituteurs, un protecteur puissant de son indépendance. Voilà en fait, nous faisons des citations, voilà en fait comment le peuple égyptien a reçu le fait que un roi éthiopien monte sur le trône d'Égypte en chassant un usurpateur. Les Égyptiens n'ont pas vu ce roi comme un ennemi, le roi éthiopien comme un ennemi, mais l'ont accepté puisqu'il est également nègre comme eux, puisqu'ils ont les mêmes civilisations, les mêmes cultures, ce sont les mêmes gens. Nous poursuivons. Bodge, pour sa part, souligne que les Égyptiens entretenaient la conviction d'être unis par des liens étroits au peuple du pays de Pouns, l'actuelle Éthiopie. Jusqu'à la fin de l'Empire égyptien, les Noirs de Nubie, le Soudan actuel, porteront le même titre que le pharaon d'Égypte, celui de l'épervier de Nubie, Diahai, Maf Anvalaf. Amon, Osiris sont représentés en noir charbon, Isis est la déesse. Seul un noir peut avoir le privilège de servir le culte du dieu Min. La prêtresse d'Amon de Thèbes ne pouvait être qu'une soudanaise méroïtique. Ces faits sont fondamentaux, indestructibles. Nous citons ici Pédrals, je cite, « Le dieu Couche avait des autels à Memphis, à Thèbes, à Méroé, Saba, sous le nom de Khons, dieu du ciel pour les Éthiopiens, Hercule pour les Égyptiens. » La Nubie est à la fois apparentée à l'Égypte et au reste de l'Afrique noire. Elle semble être le point de départ de l'une comme de l'autre civilisation. Après l'occupation de l'Égypte par les Indo-Européens à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, elle restera l'unique foyer de culture et de civilisation du monde nègre jusqu'aux environs du 6e siècle. Puis le Ghana prendra le flambeau jusqu'en 1240, date à laquelle sa capitale fut détruite par Soundiata Keïta. Ce fut le tour de l'empire Manding, la capitale généralement connue aussi sous le nom du royaume du Mali, puis l'empire de Gao, l'empire du Yatenga ou empire Mossi qui dure jusqu'à nos jours, les royaumes du Djolof et du Cayor détruits par Fédère sous Napoléon III. L'histoire africaine n'a jamais été interrompue. L'égyptologie ne sera assise sur un terrain solide que le jour où elle reconnaîtra officiellement sa base nègre africaine. Les traditions des peuples d'Afrique noire se rapportent à l'Égypte pharaonique. Pétrals, citant Morier, qui raconte une tradition copte, parle de deux rois non identifiés, dont le deuxième est le roi Shango, Yakuta ou Kivioso, selon les dialectes. Ce prince adoré sur toute la côte des esclaves en Guinée sous divers noms, comme le dieu de la foudre et de la destruction, était d'après les récits même des Noirs, un roi de couche. D'où son nom, Oba Kuzo. Il aimait la guerre et la chasse avec passion. Ses conquêtes le portèrent jusqu'au Dahomey,
Les rois Biri, dieu des ténèbres, furent ses esclaves. Donc, nous citons ici Pétrarque. Au terme de Mourier, c'est Obakuzo serait né à Ifé, localité que notre auteur ignore parfaitement. Paré du titre de premier-né du dieu suprême, il est issu des amours incestueux d'Urugan, elle-même sœur d'Aganju, dieu de l'espace. Shango Obakuzo a pour frère Dada, dieu de la nature, et Ogun, dieu des chasseurs et des forgerons. Il épouse 3 femmes, Oya, Ozun et Oba. Il est assez évident que Orugan et Yemaja évoquent le couple incestueux d'Amon, Kan et Mout, leur fils ayant au demeurant le surnom de roi de Kush. Kozum évoque Assum, femme de Tubum Sel Tifon, épousée ensuite par Or, fils de Misraïm. Osiris est fils de Misraïm Osiris. Et que Dada évoque Dédan, fils de Couche selon une version de Réma, fils de Couche selon une autre, avec une incertitude que la Bible a encore aggravée. Enfin, pour les Éthiopiens, Couche a bien eu aussi 3 épouses, lesquelles étaient ses sœurs. Cette déposition de Mourier résume un morceau essentiel de la tradition commune dans les pays riverains du golfe du Bénin, le Togo, le Dahomey, le Nigeria, Ozewe, Gwin, Fon et Yoruba, ces derniers ayant pour ville sainte Ilé-Ifé. La tradition que cette déposition nous révèle a été notée par les Coptes eux-mêmes et se confond avec celle que nous trouvons à l'heure actuelle en Afrique occidentale, chez les populations du Dahomey, du Togo, du Nigeria, ainsi de suite. Notons que le roi Mossi porte actuellement le titre de Naba, qui est aussi celui d'un roi qui régnait sur une partie de Nubie. Lorsque l'armée égyptienne sera maltraitée sous le règne des Samétiques, guidée par ses cadres, elle ira au nombre de 200 000 de l'isthme de Suez au Soudan nubien, pour se mettre au service du roi de Nubie. D'après Hérodote, les éléments de cette armée furent tous assimilés par le peuple nubien. Ceci se passe à une époque où la civilisation nubienne était déjà plusieurs fois millénaire. Donc nous voyons, entre les Égyptiens et les Éthiopiens, il n'y avait pas de différence. Les deux n'établissaient aucune différence entre eux. Au point où un roi de Nubie qui vient régner en Égypte, les Égyptiens l'accueillent avec enthousiasme, et que des Égyptiens malmenés qui se déportent à Nubie, que les Nubiens, le royaume de Nubie l'assimile dans sa propre armée, et chacun respectant également les grades qu'il avait dans l'armée en Égypte. C'est cette unité de peuple. Ce qui faisait cette unité, c'est qu'ils étaient tous des peuples nègres et ils avaient la même origine, c'est-à-dire les Égyptiens, comme on l'a vu plus tôt, venaient de l'Éthiopie. Donc, ils ont été amenés en Égypte par Osiris. Les deux savaient qu'ils étaient des frères et, comme on a vu, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Phénicie, chacun pouvait compter, dans les moments les plus difficiles, chacun savait qu'il peut compter sur l'autre. Tous les premiers savants indo-européens qui étudièrent la Nubie conclurent l'antériorité de la Nubie sur l'Égypte. Diodore de Sicile affirma que la civilisation égyptienne est issue de celle de Nubie, dont le centre est Méroé. Vers 1820, Cayotte découvrit effectivement les ruines de Méroé selon les indicateurs de Diodore de Sicile et Hérodote. Hérodote rapporte que parmi les 300 pharaons égyptiens de Ménès à la 17e dynastie, 18 pharaons sont d'origine soudanaise. C'est un fait assez révélateur. Donc, sur 300 pharaons qui ont régné en Égypte, 18 étaient d'origine soudanaise. Donc les Égyptiens considéraient les Soudanais comme leurs frères, au point où les Soudanais pouvaient venir régner en Égypte sans que les Égyptiens ne trouvent aucun inconvénient. C'est en vertu de cette antériorité de la Nubie, berceau de la civilisation et de la religion, qu'Homère nous dit
dans un vers de l'Iliade que Jupiter descend chaque année avec le cortège des dieux en pèlerinage en Éthiopie pour se régénérer. C'est en Nubie qu'on trouve des pyramides telles qu'on en a trouvé en Égypte, pyramides d'Assur et de Nuri. C'est là et non en Éthiopie actuelle qu'on trouve des temples souterrains et autres. Le temple de Semna, le Typhonium, le temple d'Hathor, le temple d'Ibzamboul. L'écriture nubienne est plus évoluée que l'égyptienne, tandis que cette dernière ne s'est jamais débarrassée de son essence hiéroglyphique. L'écriture nubienne était déjà alphabétique. À la naissance de Mahomet, l'Arabie était une colonie nègre, avec la Mecque comme capitale, d'où le verset du Coran connu sous le titre Alam Tara Keifa, relatif à l'armée de 40 000 hommes envoyés par le roi d'Éthiopie pour mater la révolte des Arabes. Un corps de cette armée était composé de guerriers montés sur des éléphants. De la Fosse, en passant de la Fosse n'est pas nègre, de la Fosse lui-même est obligé de constater cette suzeraineté de l'Éthiopie sur l'Arabie. Nous citons de la Fosse dans son ouvrage Les Noirs d'Afrique, pages 114 à 115. Nous le citons. Si l'on songe à la part qu'a eu cet empire, c'est-à-dire l'Éthiopie, dans les destinées de l'Égypte ancienne, si l'on se souvient qu'au moment de la naissance de Mahomet, en 570, il exerçait sa souveraineté par-delà la mer Rouge, sur le Yémen, et qu'il envoya contre la Mecque une armée de 40 000 hommes. Si l'on pense à l'extraordinaire renommée dont jouissait en Europe au Moyen-Âge la puissance du fameux prêtre Jean, on est obligé de supposer qu'une force pareille n'a pas su ne point rayonner sur les peuples avec lesquels elle s'est trouvée en contact. Nous citons ici de la Fosse dans son ouvrage Les Noirs d'Afrique.